Le CAC 40 autour des 8300 points, on était proche des 8400 points, c'était vendredi, plus haut historique, 8362 points, en hausse de quasiment maintenant 2% et quelques depuis le début de l'année. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, présidente du cabinet Ref Research, bonne année, tous mes voeux. Tous mes vœux également. Année qui démarre bien, en tout cas en trombe, pour les marchés boursiers, notamment pour le CAC 40. CAC 40 qui est finalement à l'unisson de tous les records atteints par la bourse allemande, la bourse espagnole, et j'en oublie. Oui, mais ajoutons à l'unisson avec un grand retard quand même au démarrage. Au CAC 40, finalement, c'est vrai, quand même, depuis 2 ans, on a accumulé beaucoup de retard. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, la situation budgétaire, de crise politique en France n'évolue pas beaucoup, mais les investisseurs commencent à prendre leur distance par rapport à ces préoccupations. Donc on a un contexte... On s'habitue à tout. Voilà, bon, on s'habitue à tout, et particulièrement en ce moment, je dirais, au niveau général. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ça commence à prendre effectivement en France. Alors, vous l'avez souligné, le contexte mondial est quand même très généreux, très porteur. Et donc, à un moment donné, même en sous-performant le reste du monde, ça finit par porter les indices français en l'occurrence. Mais je pense que ça ne se résume pas à ce constat. On a, d'abord, on a beaucoup de liquidités, on a un contexte effectivement qui va dans le bon sens au niveau mondial, des perspectives d'amélioration conjoncturelles, fragiles, mais quand même un vent porteur partout. Perceptible, vraiment. Et dont on commence effectivement à percevoir les éléments tangibles en Europe, mais plus particulièrement en France. C'était les bonnes surprises du produit intérieur brut, la hausse de 0,5% du produit intérieur brut. Mais ce n'est pas que cela. Finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit en France une situation économique qui fait front, finalement, beaucoup mieux qu'anticipé, une espèce de résilience, effectivement, à ce trouble politique et budgétaire. Qui s'explique à plus d'un titre. D'abord parce qu'on progresse, on le voit, notamment par exemple dans la nouvelle technologie. C'est un sujet qui est assez peu européen en réalité, mais dont on commence à percevoir dans les comptes nationaux détaillés, etc., les effets, notamment en termes de productivité. Et ce qu'on constate finalement, c'est que la France est parmi les pays européens l'une des mieux placées, en tout cas certainement par rapport à l'Allemagne, en termes d'amélioration dans ce domaine-là, avec des retombées sur la productivité qui commencent à être perceptibles. Deuxièmement, on a cette caractéristique française qui nous protège un petit peu des exportations, puisqu'on est peu exportateur. Et néanmoins, sur le plan industriel, on a beaucoup de souffert et on a une inflation qui est aujourd'hui entre 0,7 et 0,8 selon les estimations. Les bons élèves. Oui, peut-être trop bons d'ailleurs. Je rappellerai que ce sont des rythmes d'inflation qui, il y a quelques années, produisaient des quantitative easing à tour de bras parce qu'on jugeait que c'était de la déflation. Donc aujourd'hui, on n'en parle pas. Et c'est vrai que les consommateurs en payent une partie de la conséquence, parce que tout ceci vient quand même d'une inertie des salaires en France qui est tout à fait atypique et tout à fait exceptionnelle en zone euro. La bonne nouvelle, c'est qu'enfin, on commence à percevoir les effets de ces avantages compétitifs, et notamment par rapport à l'Allemagne. Donc ça, c'est intéressant, et ça c'est vraiment ressorti de toutes les enquêtes depuis l'été à peu près. C'est relativement. Et ça, c'est la Maison France. Ça, c'est la Maison France. Le CAC 40 produit très peu en France. Oui, c'est la Maison France, mais c'est quand même un socle français qui permet, notamment en termes de gains de productivité. Quand j'y produit, vend peu en France. C'est plutôt vente. Oui, vend peu en France, produit quand même dans un certain nombre de domaines. Quels sont ces domaines? Aujourd'hui, vous avez quand même des économies qui sont essentiellement tirées par la dynamique des politiques publiques. Donc, c'est la défense. La défense qui soutient le CAC 40 depuis le début de l'année, voilà, encore. Et donc, ça, c'est français, mais ça tient encore. Ouais. Et probablement que ce qui se trame au niveau global, c'est plutôt à penser que ça va continuer et voire se développer davantage. Vous avez le secteur énergétique qui commence également, qui est fort en France, mais qui déploie, qui a des besoins et qui
déploie des besoins, enfin une amélioration en termes d'emploi qui est non négligeable. Hein. Les besoins de l'industrie énergétique en France en termes d'emploi sont très importants. Donc ça commence à se diffuser. Et puis là, pour le coup, on a quand même une place compétitive relativement avantageuse, notamment encore par rapport à notre principaux partenaires, l'Allemagne. Et si on ajoute à ça les frémissements qu'on commence à observer du côté de la technologie, finalement, ça commence à faire une histoire qui tient la route, en tout cas qui tient la route qui tient beaucoup mieux la route par rapport à nos principaux partenaires. Or, donc ce n'est pas une surprise 2 ans, d'avoir un CAC 40 à ce niveau-là? non, ce n'est pas une surprise. En l'occurrence, ça fait un petit moment qu'on sent que nous, on était un peu trop tôt confiants dans cette capacité du CAC 40 à commencer à amorcer son rattrapage. C'est en train de se faire. Ça se fait peut-être aussi à un moment précis où je pense qu'on a bien intégré aujourd'hui que la politique de Donald Trump, qui est clairement pro-business, ne s'arrête pas aux États-Unis et qu'on est dans un environnement de concurrence fiscale extrême qui également, et on l'a très bien vu, on le voit encore avec les débats en France, et comme ailleurs d'ailleurs, limite les marges de manœuvre du gouvernement dans un sens plutôt pro-business. Et ça permet sans doute de mieux faire face aux incertitudes politiques, aux discussions sur le budget, parce que finalement, personne n'attend, quel que soit le budget qui finalement devrait on ne sait plus quel terme utiliser, arriver sur la table. Ce ne sera certainement pas un budget renversant, ni dans un sens ni dans l'autre. Ce sera quelque chose d'assez mou. On pourra en déplorer certains aspects ou d'autres. Il y a toujours matière à. Mais fondamentalement, ce n'est pas un sujet aujourd'hui, en tout cas pour les perspectives 2026, le début d'année 2026 tout particulièrement. Après, une question politique peut-être qui viendra se poser, on verra. Ça, c'est la macroéconomie. Après, il y a la microéconomie. C'est vrai qu'on a eu pendant 3 ans quasiment une stagnation de l'évolution des profits des boîtes du CAC 40. Cette année, les analystes, on est en début d'année évidemment, tout ça sera révisé à la baisse, attendent 15% de hausse des profits sur le CAC 40. Est-ce que c'est trop optimiste ou est-ce qu'on se dit que c'est malgré tout l'année où les bénéfices vont repartir sur les boîtes du CAC 40 et c'est un bon signal? En tout cas, ça ne paraît pas inaccessible. C'est un peu tôt pour dire on ne le fera pas ou on le fera aisément, bien évidemment, surtout dans le contexte actuel. Mais pour une fois, effectivement, ce sont des perspectives qui semblent possibles. Je dirais que par rapport à ce sujet-là, il y a une grande question, c'est la manière dont les secteurs en croissance ou en reprise, en rattrapage, auront la capacité de drainer l'ensemble de l'activité. Et ça, c'est un point qui est très complexe aujourd'hui. Si on regarde aux États-Unis, par exemple, où on parle d'une économie en cas, on voit bien la dynamique qui tourne autour de l'IA, de l'énergie, etc. Et puis vous regardez de l'autre côté du versant, c'est quand même morne pleine, voire récessif pour bon nombre de secteurs traditionnels. D'ailleurs, les chiffres de l'emploi le confirment. Est-ce qu'on va vers quelque chose dans cette direction en Europe, c'est-à-dire finalement quelques secteurs qui tirent la productivité, la croissance, mais qui n'arrivent pas à entraîner une dynamique globale? Ça va dépendre pour beaucoup de l'emploi. En réalité, et de la situation des consommateurs. Donc avec une BCE qui ne va pas être particulièrement aidante, vraisemblablement, un contexte de taux d'intérêt à long terme, de taux de financement qui se tend et qui a tout lieu de continuer à se tendre, surtout à l'approche du changement de présidence de la Fed, ça fait des poches de fragilité qui peuvent persister encore en France comme ailleurs et qui méritent la prudence. Et au final là-dessus, les secteurs qui ont porté 2025 sur le CAC 40, est-ce que ce sont les mêmes qui vont tirer? On pense à la défense, on pense aux banques, ou est-ce qu'on se dit que le luxe aussi pourrait poursuivre son rattrapage que l'on constate depuis la fin de l'été dernier? Avec une discrimination intrasectorielle en 2025 tout à fait exceptionnelle, entre les 80% de hausse des banques et, je ne sais plus, les moins 15 ou moins 20 des médias. On a rarement eu autant de dispersion sur les valeurs et les secteurs en performance boursière en 2025 sur le CAC 40. Tout à fait, tout à fait. On a un indicateur de dispersion. Si vous regardez les écarts de revenus les écarts de performance entre les 20% les plus dynamiques et les 20% les perdants, vous êtes à un niveau comparable à 2009.
hein. On n'avait pas vu ça depuis 2009. Donc c'est clairement un reflet de l'instabilité, hein, et de ces distorsions sectorielles. Normalement, une reprise conjoncturelle, telle qu'on l'envisage aujourd'hui, telle qu'elle se profile, c'est-à-dire y compris avec un peu plus de commerce mondial, des dépenses d'investissement, devrait permettre de resserrer ces performances. Ce serait plus sain d'ailleurs. Et ce serait beaucoup plus sain et ça donnerait plus de profondeur éventuellement à la reprise du CAC 40. Est-ce que jusqu'où ira ce mouvement? Enfin, moi, je suis assez confiante dans le fait que ça se resserre. Est-ce qu'on revient à un contexte plus normal avec beaucoup moins de distorsions? C'est beaucoup moins sûr pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, notamment les perspectives en termes de demande domestique qui sont pas bonnes, les problématiques de l'emploi liées à l'IA, et puis ces secteurs qui, défense, IA et énergie finalement, qui donnent un peu l'impression de jouer des rôles de sensu, qui absorbent, y compris des capacités de financement, qui rendent la vie peut-être plus difficile à bon nombre d'autres secteurs. Donc voilà, Ce serait bien qu'on en sorte. Ce serait bien qu'on en sorte, mais je pense qu'on n'en sortira que graduellement. C'est un peu tôt de parier sur des performances beaucoup plus harmonieuses, même si le début d'année, dans ce contexte-là... Et est-ce qu'il y a de bon augure, ce début d'année, pour le reste, pour la suite des opérations, ou pas? Et parce que c'est quand même... Certains disent que ce n'est pas une surprise, mais c'est vrai qu'on est dans le trend, dans la tendance de fin 2025 qui se poursuit sur 2026, même si on a changé d'année. Alors, on met de côté les incertitudes géopolitiques. Oui. Ce qu'on peut plus difficilement mettre de côté, c'est ce qui se passe du côté des taux de financement internationaux et ces crispations sur la partie longue de la courbe des taux. On est dans un monde de surendettement généralisé où l'intervention des politiques publiques dans tous les domaines ne va pas s'arrêter là, où Donald Trump est en campagne et n'a pas du tout l'intention de capituler, bien au contraire, sur fond de crispation géopolitique. Tout ceci nous conduit quand même, et on l'a déjà vu depuis d'ailleurs plus qu'un an, hein, à une remontée tendancielle des taux longs. Et je pense que ça, c'est la principale menace. Donc tant que vous avez de la productivité, de l'activité et du soutien budgétaire également, voire monétaire, de la liquidité, etc., ça passe. À un moment donné, ça va gripper. Est-ce que ce moment-là intervient ou à quelques semaines après l'arrivée du nouveau président de la Fed, parce que effectivement, entre-temps, on voit bien que Jérôme Powell est devant la justice et que finalement, toute l'histoire est de redonner du pouvoir d'achat aux ménages américains et que ça vaudrait peut-être une politique monétaire complètement déraisonnable, auquel cas on peut redouter effectivement une embardée. Ce serait contre-productif, parce que baisser les taux courts, si les taux longs remontent, les taux longs sur le taux d'intérêt à 10 ans et plus, qui financent toute l'économie. Tout à fait. Et on voit que les primes de risque sur la dette américaine à 10 ans même, et encore plus à 30 ans, ne cessent de s'accroître. Hein. Donc, il y aura un retour de bâton. Donc il y a un moment donné, nous on est beaucoup plus prudents à l'égard de la deuxième moitié de l'année, surtout en fait sur les conséquences de ce changement à la tête de la Réserve fédérale américaine. Allez, merci beaucoup. Explication de point de vue signée Véronique Riche-Flores, économiste président du cabinet RF Research. Merci Véronique, et encore tous mes vœux.